Bonjour à tous et ravi de vous retrouver pour les matins du Sénat. Nous vous proposons de suivre l'examen du projet de loi sur la bioéthique. Hier, dans l'hémicycle, il était notamment question du diagnostic préimplantatoire dans le cadre d'une PMA. Sur ce sujet, les sénateurs se sont opposés à la recherche de la trisomie 21 dans ce cadre. Hier, il était également question des embryons chimériques. C'est le mélange de deux espèces avec des cellules d'origine différente. Et le Sénat a rejeté hier la possibilité de créer de tels embryons. Je vous propose de suivre ces débats et on se retrouve après. L'article 19 ter, 4 amendements identiques. Le 68, Monsieur Bison. Merci Monsieur le Président. Cet amendement vise à supprimer l'article 19 ter. L'amendement numéro 166 adopté par la commission spéciale vise à autoriser à titre expérimental et sous condition le diagnostic préimplantatoire avec recherche d'anomalies chromosomiques. La technologie permet de trier les embryons in vitro avec des procédés de plus en plus poussés. Pour lutter contre les tentations d'eugénisme inhérentes à cette pratique, le législateur a limité jusqu'ici celle-ci à des maladies génétiques héréditaires dites graves. La disposition adoptée par la commission spéciale multiplie les indications de recours au DPI sans limite stable. Cela révèle des inquiétantes pressions idéologiques pesant sur l'élargissement du DPI pour tous et pour tout. Voilà pourquoi il convient de rétablir le cadre strict du recours au DPI actuellement en vigueur. Merci, chers collègues. L'amendement 100, Monsieur le Président Retailleau. On est sur un point très important. Bon. J'ai demandé la parole sur l'article, vous ne l'avez pas vu, Monsieur le Président. Comment fait-on? Prenez la parole sur l'article et présentez l'amendement. Oui, vous faites les deux, avec un peu plus de temps. Avec un peu plus de temps. Franchement, non, mais franchement, on le sait bien, ça a été un des moments clés à l'Assemblée nationale. Bon, je veux bien qu'on passe rapidement parce qu'il est tard, mais je trouve que, très franchement, sur ce type de mesure, le DPIA, on devrait prendre de temps, c'est tout. Voilà. Je ne demande pas plus que le règlement, hein. Je demande simplement. J'ai pas vu la demande de parole. Non, mais bien sûr, mais ça, je le dis, Monsieur donc le Président. Je la redonne la demande de parole, voilà, est donnée. Ce que j'ai simplement voulu dire, c'est que la discussion sur cette mesure a été un des moments clés à l'Assemblée nationale, un des moments de tension et un des moments d'émotion. Moi, je l'ai pas vécu, j'étais sur place. Vous l'avez vécu, Madame la Ministre, et je vous demande de me contredire si je dis faux. J'ai vu en commission un député dire tout fort, il faut éliminer les embryons trisomiques, et j'ai vu un autre député d'un autre groupe à la tribune dire il faut éradiquer les embryons trisomiques. Le cadre, il est posé de façon brutale, même si je sais souvent certains promoteurs de cette mesure avancent sous une logique, encore une fois, de la bonne intention, compassionnelle, où il s'agirait simplement, en ayant recours à cette mesure, le DPIA, de faire en sorte qu'on puisse réduire les fausses couches suite aux fécondations in vitro. Il ne faut pas le nier, c'est une argumentation qui pourrait le justifier. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de professeurs de médecine ont apporté la preuve inverse. Monsieur Jean-Paul Bonnefond, devant la mission d'information d'ailleurs de l'Assemblée parlementaire, c'était le 18 octobre 2018, indiquait simplement mot à mot, l'augmentation des chances de grossesse après un test d'aneuploïdie n'a jamais été formellement démontrée. Vous me démentirez, madame, si je dis faux. Et il apportait d'ailleurs, et d'autres, une autre précision, une autre information en indiquant, mais attention, ce ne sont pas des techniques qui sont anodines. Elles peuvent conduire aussi à détruire des embryons sains. Voilà. Évidemment, pour les grands labos, pour un certain nombre de chercheurs, si vous proposez d'ajouter à vos tests un autre test d'aneuploïdie, ils applaudissent. Ça sera plus d'argent, ce sera plus de chiffre d'affaires. Maintenant, très clairement, on est dans une démarche d'eugénisme. Parce que de quoi s'agit-il? Il s'agit, ni plus ni moins, de trier les embryons et d'éliminer les embryons qui n'ont pas un génome conforme, normal. C'est très clair. Voilà. Donc cette dérive, c'est même pas une dérive, c'est une mesure qui est une mesure eugénique. Elle pose, elle nous interroge.
Quel signal envoie-t-on aux personnes handicapées? Une stigmatisation terrible, une violence dans ce message d'ailleurs, mes chers collègues. Vous vous rendez compte? Pour ceux qui sont trisomiques, mais aussi pour notre société. Quelle société nous voulons à nouveau? Il y a quelques mois, un grand Français est parti, il avait fondé l'Arche, Jean Vanier. Il a développé ce concept d'éthique de la vulnérabilité, de la fragilité. Et il avait cette phrase qu'il a souvent répétée. On mesure le degré d'une civilisation à l'attention qu'elle porte aux plus fragiles. Eh bien, on est au cœur du problème. Pour terminer, en présentant peut-être mon amendement qui propose évidemment de contrer la mesure qu'a votée la commission spéciale. Ce que je voudrais dire de façon moins, comment dirais-je, rationnelle. Vous avez peut-être vu le film, à l'époque, Le 8e jour, avec Pascal Gutken. Je m'étais entretenu longuement avec cet acteur, qui est une vraie personnalité. C'est une personne trisomique. Très franchement, à l'époque en France, c'était dans les années 90, tous ceux qui ont vu le film, c'était un film, croyez-moi, qui avait eu un grand succès, avait été touché. Voilà, donc, mes chers collègues, au moment où vous allez voter, vous devez voter avec cette image. Et je vais vous citer aussi une autre référence, le général de Gaulle. Sait-on ici que sa fille Anne, qui est née en 1928, était trisomique, lourdement handicapée, qu'ils avaient choisi avec Yvonne de Gaulle de garder la petite Anne avec eux, alors qu'à l'époque, ces enfants-là étaient écartés dans certains milieux familiaux, dans des hôpitaux psychiatriques. Ils ont fait ce choix-là. Ils ont fait ce choix-là, de la garder avec elle. Et le général, elle est morte à 20 ans. Et lorsque, dans le cimetière, il était au moment de son inhumation, il a pris le bras de son épouse, Yvonne, pour dire « maintenant, elle est comme les autres ». Le général de Gaulle avait une phrase extraordinaire. Il avait dit un jour « Anne était aussi une grâce. Elle m'a aidé à dépasser tous les échecs, à voir plus haut. » C'est-à-dire que la faiblesse de cet enfant trisomique a nourri la force du général de Gaulle. Cette éthique de la fragilité, elle est là. On doit l'entretenir pour les personnes handicapées dont on a la charge, mais pour nous-mêmes parce que cette fragilité et cette vulnérabilité nous rappellent notre condition humaine qui est précisément pas sans condition, comme je le disais l'autre jour ici, au moment de la discussion générale. Et je pense qu'on doit refuser, mes chers collègues, il faut voter cet amendement, c'est celui que je vous propose, parce que là, on est sur une limite éthique qui est importante, sur laquelle vraiment on peut se retrouver, franchement. Merci, chers collègues. L'amendement 159 n'est pas soutenu, il tombe. L'amendement 290 du gouvernement, Madame la Ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Effectivement, les débats à l'Assemblée nationale ont été extrêmement longs et extrêmement émouvants. Je souhaiterais reposer le débat devant vous. La demande provient essentiellement des centres qui font aujourd'hui de la fécondation in vitro, de l'AMP, parce que beaucoup de pays dans le monde utilisent ces techniques visant à trier les embryons pour supprimer, avant réimplantation, des embryons qui manifesteraient des anomalies soit visuelles, soit du nombre de chromosomes, en imaginant et en espérant que les embryons ainsi triés et réimplantés donneraient plus de probabilité d'avoir une grossesse à terme. L'argumentaire est donc, ça se fait ailleurs, il y a de fortes chances que ça améliore la probabilité de réussite et donc diminuerait ainsi la souffrance des couples à avoir plusieurs cycles d'AMP et d'insémination. Et c'est donc une demande forte des centres d'AMP, aussi pour des raisons du style médico-économique, parce que nous serions plus efficients dans les techniques. Force est de constater que la certitude que ces techniques améliorent réellement le taux de réussite des FIV est loin d'être admise partout dans le monde. Et d'ailleurs, juste après les débats à l'Assemblée, dans la semaine qui a suivi, une grande étude internationale à un congrès américain
disait exactement le contraire, c'est-à-dire que le DPIA, effectué chez les femmes de 25 à 40 ans, n'améliorait en rien le taux de succès de la réimplantation. Et donc reposait la question de l'utilité de ces techniques, parce qu'en réalité, d'abord, ça détruirait parfois des embryons sains, viables, et puis ça masquerait parfois, c'est-à-dire qu'on rechercherait des anomalies, mais en fait, d'autres anomalies seraient présentes et on ne les détecterait pas, avec un risque quand même d'avoir des enfants avec des pathologies derrière ou des risques de fausses couches qu'on ne s'attendrait pas à voir. Donc la technique dans le dernier congrès américain de cette année avait l'air d'être remise en question. Ce que nous avons proposé, c'est que des protocoles de recherche continuent sur cette technique et nous avons donc proposé, et c'était la demande des chercheurs et des médecins français, de financer ce qu'on appelle un PHRC, un protocole de recherche clinique, de façon à accompagner un certain nombre d'équipes en France pour juger de l'utilité et de l'intérêt d'avoir cette recherche d'anomalies chromosomiques avant réimplantation pour améliorer l'efficience de l'AMP. Alors pourquoi ça pose des problèmes éthiques? Parce que si ça n'était que des problèmes techniques, je dirais que la question ne serait pas devant vous, les parlementaires. Ça pose des problèmes techniques parce que dans les anomalies chromosomiques qui sont recherchées, on a par essence un certain nombre de résultats qui arrivent, dont la trisomie 21. Et la trisomie 21, elle donne des enfants viables. Et donc, en éliminant des embryons avec aneuploïdie, en réalité, on embarque, si je puis dire, également le fait que l'on trie des embryons trisomiques. Alors, ce qui a été évoqué à l'Assemblée nationale, si je suis complètement honnête, c'est des histoires terribles de couples ayant eu un enfant avec une anomalie génétique, qui ensuite avaient recours à l'AMP pour éviter d'avoir un enfant de nouveau malade, et à qui l'on assurait, parce que c'est la loi aujourd'hui, le fait que l'embryon qu'on allait réimplanter n'était pas atteint de la maladie génétique dont le premier enfant était atteint, parce que ça c'est la loi et c'est permis, mais se retrouver avec un enfant trisomique dépisté dans le dépistage prénatal. Et donc ce sont des histoires terribles, parce que ce sont des familles qui ont déjà un enfant avec une anomalie génétique, qui vont dans une démarche de fécondation in vitro, et qui, de facto, sont obligés de faire éventuellement s'ils le souhaitent, un avortement thérapeutique. Alors, ces situations probablement existent, elles sont certainement exceptionnelles, mais elles existent. Le problème est toujours le même, c'est-à-dire que si nous ouvrons la technique pour ces situations individuelles, je rappelle qu'il y a aujourd'hui 150 000 essais d'AMP en France. Sur ces 150 000, il y a environ 100 000 techniques d'AMP qui reposent sur la fécondation in vitro, donc sur des embryons. Et là, ça concerne toutes les familles, y compris des familles qui n'ont pas d'enfants malades. Donc ça veut dire qu'on ouvrirait une technique de recherche d'anomalies chromosomiques et donc de tri d'embryons pour tous les parents ayant recours à l'AMP. Et là, je dirais que ça pose deux problèmes. Ça pose le premier problème de savoir si nous souhaitons asseoir dans la loi que nous sommes tous d'accord pour définitivement trier des embryons avec trisomie 21. C'est une première question éthique. La deuxième question éthique, c'est que quelque part, pourquoi n'offrir à ce moment-là cette possibilité de tri d'embryons uniquement à des couples qui vont faire une AMP? Pourquoi les couples qui ont recours simplement à l'insémination artificielle n'y ont pas droit? Et pourquoi les couples qui font un enfant par voie normale, si je puis dire, eux prennent le risque d'avoir un enfant avec une trisomie ou d'autres anomalies génétiques ou chromosomiques? Donc, il est vrai que la technique est possible, qu'elle est simple, mais l'argument de nous allons améliorer le rendement, si je puis dire, de la fécondation in vitro est loin d'être acquis. Raison pour laquelle nous finançons une recherche à large échelle au niveau français. Et ça pose la question du choix que nous
quelque part, nous inscririons dans la loi aujourd'hui d'éliminer effectivement des enfants avec des anomalies chromosomiques viables, comme la trisomie. Avec en dernier lieu, et je reviens sur le diagnostic préconceptuel, conceptionnel, excusez-moi, dont on a parlé tout à l'heure. En réalité, la technique qui permet de regarder les anomalies chromosomiques permet également, selon les réglages, de détecter les anomalies génétiques. Ce qui veut dire qu'en réalité, les laboratoires qui auraient cette technique en main seraient également à même de détecter les anomalies génétiques, les mutations dont nous avons parlé cet après-midi et sur lequel vous avez émis un avis défavorable pour ne pas inscrire le dépistage préconceptionnel dans la loi. J'espère avoir été claire. L'avis du gouvernement est défavorable. Nous pensons que le temps est encore à la recherche. Nous finançons cette recherche, nous accompagnons les équipes pour en savoir plus, pour savoir quelle est la technique qui pourrait permettre d'améliorer les FIV sans pour autant prendre une décision assez lourde sur le plan éthique pour tous les couples. Donc, je suis, défavorable à la technique et donc favorable à la suppression de l'article, excusez-moi. Merci. Donc, voilà. Donc, merci, Madame la Ministre. Voilà, pardon. Merci bien, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Je souhaiterais au préalable recadrer nos débats et qu'on ne fasse pas dire au texte adopté par la commission spéciale ce qu'il n'est pas. La commission spéciale a proposé un cadre très strict de recours au diagnostic préimplantatoire avec recherche d'aneuploïdie. Cela ne conduit nullement à multiplier les indications de recours au DPI sans limite stable, comme certains le disent. C'est également à titre expérimental. D'abord, ce diagnostic préimplantatoire n'aurait pas vocation à concerner tous les couples engagés en assistance médicale à la procréation. Il s'agirait bien pour les équipes médicales spécialisées de cibler les personnes les plus à risque, notamment en cas d'échec répété de FIV ou pour les femmes ayant subi de fausses couches à répétition, et dans un objectif d'amélioration de la prise en charge. Tous ces parcours sont des parcours longs, des parcours douloureux, donc il s'agit bien d'améliorer la prise en charge. La finalité n'est nullement de sélectionner des embryons sur d'autres critères, et nous l'avons explicitement inscrit dans le texte. Le diagnostic ne pourra avoir pour seule finalité que d'identifier les embryons ayant plus de chances de s'implanter pour aboutir à une grossesse. Il ne s'agit en aucun cas de faire un tri sur la base d'autres critères. En fait, il s'agit de donner plus de chances à un couple d'avoir un enfant. Nous pouvons sans doute encore améliorer le dispositif, et si cet article n'est pas supprimé, nous pourrons discuter d'amendements qui feront des propositions intéressantes dans ce sens. Mais ne fermons pas la porte d'emblée à une technique que l'ensemble des sociétés savantes en médecine de la reproduction appellent de leur vœu pour rendre ces parcours d'assistance médicale à la procréation moins douloureux, et dont le Comité consultatif national d'éthique avait également préconisé la mise en place. Alors j'entends l'argument de Madame la Ministre, l'argument du gouvernement de privilégier la poursuite de la recherche. Et cela n'est pas incompatible avec le texte que nous proposons, bien au contraire. Notre dispositif, je le répète, étant expérimental, il pourra s'enrichir des résultats de la recherche, notamment pour mieux cibler les indications médicales que nous avons précisément renvoyées à un texte réglementaire. La portée d'un projet de recherche et les longueurs que nous connaissons en ce domaine ne vaut pas celle de l'inscription dans la loi du dispositif qui risque d'être renvoyée à une prochaine loi de bioéthique. Nous aurons donc ainsi perdu 5 ans si c'était le cas. Pour ces raisons, la Commission a donné un avis défavorable aux amendements de suppression de l'article 19 ter. Je voudrais rajouter quand même que c'est aussi gagner du temps dans un processus, encore une fois, d'assistance médicale à la procréation qui est long et douloureux, et de donner plus de chances, et je le redis, à un couple d'avoir un enfant. Je pense qu'il faut sortir du débat passionnel, sortir aussi du débat qui a tendance à se focaliser sur la trisomie 21. Bien sûr que les enfants atteints de trisomie sont des enfants viables. Bien sûr qu'ils sont accueillis avec bonheur, trisomie 21, oui, par leurs parents, et et que notre société, dans sa politique d'inclusion, doit les accueillir et les inclure au mieux. Mais ce DPI-A est une possibilité de diagnostic supplémentaire
surtout pour éviter de transférer des embryons qui ne donneront jamais naissance à un enfant. Donc c'est un avis défavorable une nouvelle fois à ces amendements de suppression. Merci Madame la rapporteure. Monsieur Chassaing. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, donc je soutiens l'amendement donc de la Commission, effectivement, qui élargit la recherche d'anomalies chromosomiques au-delà des seules anomalies préalablement identifiées dans la famille. D'abord, le développement des techniques de séquentage du génome rendre son examen plus simple. Et enfin, améliorer, comme ça vient d'être dit par Corinne Imbert, les patientes ayant des échecs d'implantation de fausses couches à répétition, et aussi l'âge qui prédispose à des anomalies chromosomiques et au développement embryonnaire. Donc le DPIA permettrait d'arriver plus rapidement à une grossesse en évitant les échecs répétés qui sont douloureux pour le couple. Donc elle ne concernerait, comme ça vient d'être dit, pas l'ensemble des femmes ayant recours à l'AMP, mais seulement celles qui répondent à certains critères, antécédents de fausse couche, échec de FIV, bien sûr sous réserve du consentement des intéressés. Donc bien sûr, j'ai bien écouté Madame le ministre qui nous a fait part des explications très précises et aussi de sa grande expérience. Mais cela n'aurait pas un caractère d'eugénisme, mais uniquement, effectivement, visant à autoriser à titre expérimental, dans des conditions, comme l'a dit la rapporteure, encadrées, le DPI pour la recherche d'anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire. Mais Madame la ministre, vous avez pris l'exemple de la trisomie, mais la trisomie, on peut la rechercher par une analyse de sang ou une amniosynthèse. Merci, chers collègues. Madame Cukierman. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Tout d'abord, et en préalable, bien évidemment, dire, parce que nous traitons de questions qui souvent renvoient des douleurs et des parcours familiales qui ne sont jamais simples, que bien évidemment tous ces cas vécus que les uns et les autres ont pu évoquer ou auxquels chacune et chacun nous pouvons individuellement penser sont tous effectivement des cas particuliers, spécifiques, qui d'ailleurs, selon la situation familiale et l'environnement dans lequel ces enfants, aujourd'hui d'ailleurs parfois même ces adultes évoluent, peuvent vivre des réalités différentes. Mais cela a déjà été dit par d'autres collègues. Faisons-nous finalement simplement la loi pour répondre à ces cas particuliers, ou en voulant légiférer, agir sur des cas spécifiques, encadrés, je l'entends, dans ce que disent certains, qu'est-ce que nous renvoyons finalement plus largement à l'autre et à nous tous? Parce que quand on parle de loi sur la génétique, bien évidemment, la première volonté est de se dire utilisons la science pour permettre de solutionner un problème naturel et tout l'équilibre entre nature et culture, je n'y reviens pas. Mais en légiférant ainsi, que renvoyons-nous? Que finalement, chacun pourrait, dès lors qu'il serait dénoué de raison, parce que j'entends y compris certaines réserves qui ont pu être émises, faire des choix, faisant fi que ces choix n'auraient aucune incidence sur les autres, aucune incidence sur le groupe, et que finalement, autant d'individus que nous sommes, nous ne ferions pas société. Cette ligne de crête, elle est certainement très difficile à trouver. Mais je pense, et je l'ai déjà dit, et donc sans surprise, je vais bien évidemment voter ces amendements, qu'à trop vouloir laisser finalement le pouvoir à la science, et ce n'est pas être réfractaire à ce que la science peut apporter comme progrès à l'humanité. Mais là encore, le scientisme n'est pas toujours source de progrès. Et donc, ce n'est pas la science qui demain doit décider, parce que la science, c'est aussi le produit d'une société dans laquelle elle se fait, et dans laquelle la recherche se fait, et dans laquelle elle agit. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, cet article tel que rédigé ouvre les portes à tout ce qui a été dit. Je n'y reviens pas et je partage les éléments qui ont été donnés. Je terminerai juste, je me permettrai de déborder, je ne reprendrai pas la parole ensuite. Mais vous voyez, avant
avant de préparer ce débat, je relisais l'éloge de la différence d'Albert Jacquard. Et je crois qu'il conclut en disant « Sachons nous enrichir de la différence de l'autre ». Et donc, ne cherchons pas forcément, au nom de ce que permet la science, à uniformiser ce que la société sera demain. Merci, cher collègue. Madame Meunier. Monsieur le Président, une explication de vote au nom du groupe socialiste et républicain qui, dans son ensemble, est contre la suppression de l'expérimentation du DPI-A. Et d'ailleurs, nous en avions proposé un amendement similaire en commission pour ouvrir cette possibilité. Le diagnostic préimplantatoire a pour principal objet la recherche d'une anomalie génétique pouvant être responsable d'une affection grave, reconnue comme incurable au moment du diagnostic, ainsi que les moyens de la prévenir et de la traiter. Étendre le champ de ce diagnostic à la numération des autosomes, c'est-à-dire des chromosomes, à l'exclusion des chromosomes sexuels afin d'éviter tout risque de dérive discriminatoire, n'implique aucun acte supplémentaire dans le cadre du DPI. La vérification du nombre d'autosomes est centrale à 2 niveaux. Tout d'abord, au niveau du taux de réussite de ces fécondations in vitro, déjà considéré à risque car objet d'un DPI, une mauvaise numération des autosomes, dite aneuploïdie autosomique, aboutit en effet très majoritairement à des embryons non viables et donc à des fausses couches. Ensuite, pour la santé de l'enfant, car dans les rares cas où la grossesse est menée à son terme, celui-ci souffre souvent d'une pathologie génétique grave, ouvrant la possibilité d'avortement thérapeutique. C'est pourquoi nous soutenons la position de la commission spéciale pour l'expérimentation du DPI-A, en faveur duquel s'est prononcé d'ailleurs le Comité consultatif national d'éthique. Et comme l'a rappelé le professeur Friedman devant notre commission spéciale, il s'agit avant tout d'éviter une violence psychique, physique et économique à des femmes et à des couples en prévenant ces échecs répétés et donc ces fausses couches à répétition. Et comme l'a dit très bien notre rapporteure Corinne Imbert, c'est donner plus de chances dans un parcours déjà long et douloureux d'une AMP. Merci, cher collègue. Monsieur Delège. Merci, Monsieur le Président. La Commission nous propose de faire ce diagnostic à titre expérimental. Ça veut dire, Madame le rapporteur, que vous avez bien un doute et que la Commission a un doute. Et par conséquent, moi, j'ai envie de vous dire que je n'ai pas envie d'expérience quand il s'agit de notre humanité. Je n'ai pas envie d'expérience quand il s'agit de notre relation sociale et de notre rapport aux plus faibles. Et puis j'ai envie d'ajouter, si on va dans une expérimentation, il faut encore que l'on décide de la grille d'évaluation. Vous expérimentez, mais quelle va être la grille de lecture? Et à la sortie, il se trouvera, comme ce soir, bien évidemment, un certain nombre de personnes qui vous diront mais il faut continuer parce que, au fond, on est sur des situations particulières et nous n'avons pas toutes les réponses. Et donc je ne voudrais pas que, sous couvert d'expérimentation, on dise on verra ça plus tard. C'est un sujet qui nous touche dès maintenant et qui pose un principe. Ce principe, c'est au fond de créer une norme génétique. Et moi, je ne souhaite pas que l'on aille vers la création d'une norme génétique. La loi bioéthique, elle est là pour poser des limites. Et je pense que si on ne vote pas l'amendement du gouvernement, eh bien, il n'y a plus de limites. Nous sommes dans l'expérimentation et après l'expérimentation, on sait que ça risque d'être la généralisation. Merci, cher collègue. Le président Milon. Merci, Monsieur le Président. J'avoue que j'ai écouté M. Delège avec beaucoup d'attention et que je ne partage pas
du tout ce qu'il vient de dire. Mais je voudrais dire que je partage par contre intégralement ce qui a été dit par Madame la rapporteure et par le docteur Chassaing. Et je ne vais pas revenir là-dessus puisque je ne voterai pas, moi, ces amendements de suppression. Je voudrais juste dire que si on veut supprimer ces amendements de suppression, les raisons pour les supprimer ne doivent pas être les raisons d'eugénisme. En particulier, ne doivent pas être les raisons de lutte contre la trisomie, tel que ça a été dit. Parce que si tel que ça a été dit, c'est pour lutter contre la trisomie ou pour ne pas empêcher les trisomiques de naître, et en particulier, je pense que dans l'idée de ceux qui ont dit ça, ils parlaient de la trisomie 21 et pas des autres trisomies, parce qu'il y en a d'autres qui sont beaucoup plus graves que la trisomie 21. Je pense en particulier à la trisomie 18, qui elle est mortelle. Si c'est lutter pour ne pas empêcher la naissance d'enfants trisomiques 21, ok. Moi, je suis complètement d'accord avec ça, à une condition. C'est qu'on aille jusqu'au bout du raisonnement. Et que dans le cadre d'une grossesse, on ne fasse plus de tests de la trisomie 21 et qu'on ne fasse plus non plus d'amniosynthèse en proposant ensuite aux femmes enceintes est-ce que vous voulez le garder ou pas le garder. On ne fait plus de tests et on dit à tout le monde à partir de maintenant, on ne fait pas de DPIA pour des raisons éthiques concernant le non-dépistage de trisomie, mais on le fait dans tous les cas. Et alors là, je suis d'accord. Merci. Monsieur Jomier pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président. Moi, je rappelle que dans le texte que propose la rapporteure, il s'agit de rechercher des anomalies chromosomiques qui sont non compatibles avec le développement de l'embryon. Donc, c'est extrêmement cadré. Et que par ailleurs, l'amendement vient juste après, mais je m'exprime tout de suite dessus, comme ça. Alain Milon a proposé un amendement qui pose encore un certain nombre de conditions et qui cadre encore plus, j'allais dire, la procédure. Et moi, donc, je récuse. Je partage ce qu'a dit Bruno Retailleau, mais je récuse totalement le lien entre le DPI et la société inclusive. Bien sûr qu'on est tous favorables à la société inclusive, mais comme ça a été dit, la question n'est pas celle vraiment de la technique mise en œuvre. Sur la trisomie 21, notre pays autorise une femme, un couple, à choisir de ne pas donner naissance à un enfant qui a une trisomie 21. Et si ce couple choisit, cette femme, de donner naissance à un enfant qui a une trisomie 21, on doit faire beaucoup mieux pour qu'il ait toute sa place dans notre société. Et on a tous conscience des limites de notre politique actuellement en la matière. Mais le DPI-A, ce que je peux entendre comme argument contre, d'abord il y a des arguments techniques sur la fragilité, sur la ministre n'a pas soulevé, mais après tout il y a des mosaïques qui existent aussi, et on pourrait avoir un diagnostic sur le DPI-A qui n'est pas exact, mais tout ça doit être expliqué aux parents d'ailleurs, que ce n'est pas un absolutisme la mise en œuvre du DPI-A, ce n'est pas une assurance non plus, il n'y a pas d'assurance de l'enfant sain, et c'est très bien, mais il faut une assurance de l'enfant vivant. Et c'est ça sur lequel on avance avec la mise en œuvre très cadrée du DPI-A. Alors moi je trouve que, encore une fois, bien sûr, certains disent on pourrait dériver, les médecins pourraient regarder des choses qu'ils n'ont pas regardées et ils ne sauraient pas se taire, ils ne sauraient pas dire. Mais toute technique pourrait exposer à des risques de dérive. Mais il y a 5 centres actuellement en France qui sont autorisés à faire du DPI. 5. Même si on élargit, vu le cadre qui est posé, il n'y aura pas besoin d'en avoir 20 ou 30. Le contrôle par l'Agence de biomédecine pourra parfaitement s'exercer. Et donc, moi, je suivrai la position de la rapporteure, qui est une position sage, qui permet d'avancer très prudemment. Merci, Monsieur Bigot. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, si j'ai bien compris vos explications, moi qui ne suis pas un technicien de ces questions, la crainte que vous avez dans cette autorisation de recherche d'anomalies chromosomiques non compatibles avec le développement embryonnaire, vous avez bien de dire ça ne vous dérangerait pas, mais le risque que vous craignez, c'est qu'on aille ailleurs
dans les contrôles génétiques. Je pense que de ce point de vue-là, le texte proposé par notre rapporteur, je la remercie, est extrêmement prudent, puisque le diagnostic ne peut être réalisé que dans un établissement spécifiquement autorisé à cet effet par l'Agence de la biomédecine. Donc on est à titre expérimental sur un contrôle de l'Agence de la biomédecine. Je ne vois pas en quoi tout cela peut prendre difficulté, d'autant plus que vous dites vous-même il y a un vrai sujet. Nous avons tous été contactés par des femmes qui ont vécu cela et qui disent supporter des fausses couches successives et des difficultés est un vrai sujet. Si déjà le parcours est compliqué, on peut peut-être améliorer les conditions. Je pense que, j'avoue, je suis très étonné de la position du gouvernement. Merci, Monsieur Laménie. Oui, merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Chers collègues, je ferai une explication de vote, n'en ayant pas fait sur des articles précédents ou des amendements précédents, parce que c'est vrai que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, beaucoup de respect, je dirais, les interventions des collègues sur des sujets, même n'étant pas co-signataire de ces amendements, mais je crois que c'est quand même, on est au cœur des problèmes d'éthique, de morale, de respect. Et c'est vrai, autour de nous, on rencontre des personnes qui sont dans des situations aussi particulièrement très difficiles et puis qui aident aussi les jeunes qui sont aussi dans ces situations. Et c'est vrai que le président Bruno Retailleau a évoqué le terme tri. C'est sûr que le tri, c'est pour d'autres domaines, mais pas celui-là. Et c'est sûr que les valeurs d'éthique, de morale, on est vraiment au cœur. Et c'est pour ça que je m'associerai complètement sur ces amendements de suppression de cet article 19 ter. J'irai par... bon, certes, il y a une solidarité, mais c'est surtout... on a beaucoup de respect aussi pour les chercheurs. Madame la ministre, vous avez évoqué aussi la recherche, et la recherche médicale, et aussi la tâche est immense aussi dans le cadre de la recherche médicale. Mais là, on est au cœur vraiment des valeurs morales. Et c'est pour ça que je voterai ces amendements de suppression de l'article 19 ter. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Le président Bas. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai également les plus grands doutes sur ces dispositions qui ont été introduites par notre commission spéciale. Je relève que l'OPEX, que l'Agence de biomédecine, que le Conseil d'État ont tous trois émis de sérieuses réserves en raison des risques que présente l'élargissement des cas d'ouverture du diagnostic préimplantatoire par rapport à une loi qui a été consolidée déjà par une révision. Je relève aussi que la ministre, qui, outre sa propre expérience, réunit toute l'expertise de la Direction générale de la santé, qui est un observatoire remarquable de ce que font les équipes médicales en France, nous a mis en garde. Alors que pour le précédent article, elle s'en est remise à la sagesse et ne nous a pas éclairés sur notre choix. Là, elle est déterminée et elle nous apporte la restitution de cette connaissance. Je relève enfin que le texte qui permet d'ouvrir de nouvelles possibilités de diagnostic préimplantatoire s'inscrit faussement dans une expérimentation. Il ne suffit pas d'avoir écrit les 3 mots à titre expérimental pour que cette disposition ne soit pas définitive, et je ne vois nulle part un mécanisme d'évaluation d'une expérimentation qui permettrait d'y mettre fin si elle ne convainc pas. Et donc c'est un faux semblant, il faut le dire de la manière la plus nette. Par ailleurs, en ce qui concerne la rédaction même de ces dispositions, j'observe que le paragraphe 7 laisse entrevoir l'étendue que pourrait prendre cette nouvelle forme de diagnostic préimplantatoire. Il ne peut avoir d'autre objectif que d'améliorer l'efficience de la procédure d'assistance médicale à la procréation. Mais qu'est-ce que c'est que l'efficience de la procédure d'assistance médicale à la procréation dont les rédacteurs n'ont exclu
que la recherche du sexe de l'enfant à naître, à l'exclusion de la recherche du sexe de l'enfant à naître. Les malfaçons de ce texte, qui, par les a contrarios que crée cette formule, sautent aux yeux, montrent qu'il y a quand même beaucoup de risques à l'accepter en l'état, avec tous les doutes scientifiques qui ont été exprimés. Nous ne faisons pas de la bioéthique fiction. Nous devons régler des problèmes qui se posent. Si cette pratique qu'on veut ouvrir est si peu assurée de ses avantages, je crois qu'il faut l'exclure. Merci, cher collègue. Monsieur Amiel. Oui, je ne voterai pas l'amendement de suppression de cet article et je me rallie un petit peu à l'argumentation que faisait Alain Milon. En effet, il y a deux réalités dans cet article. D'une part, diagnostic préimplantatoire pour dépister effectivement des facteurs qui gêneraient l'implantation de l'embryon, mais se profile aussi la réalité de la trisomie, en particulier de la trisomie 21. Et en effet, si on a peur d'aborder cela d'une façon taboue, il faut aller jusqu'au bout des choses et effectivement supprimer les dispositifs qui consistent a posteriori à faire un dépistage chez la femme enceinte de la trisomie 21 avec à la clé la possibilité d'une interruption médicale de grossesse. C'est donc une affaire de cohérence. Et moi aussi, par contre, il y a un point qui me gêne dans cet article, c'est ce côté expérimental qui, quelque part, est une espèce de faux semblant. Pour moi, il faut le faire et j'en assume ma responsabilité, mais le côté expérimental, effectivement, me paraît clairement un petit peu bizarre. Merci, Mme Cohen. Oui, on voit bien que le débat est quand même extrêmement important parce que les points de vue sont divers, quels que soient les bancs, et pas du tout unanime. Là, on ne peut pas être classé d'une sensibilité politique à une autre, c'est vraiment une problématique personnelle. Et moi, ce qui me gêne, et c'est pourquoi je suivrai l'avis de la commission spéciale, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'on fait, finalement, on ne traite pas les femmes de la même façon et les couples de la même façon. C'est-à-dire que ce qu'a dit très bien Alain Milon, c'est que si on veut être logique, mes chers collègues, avec les amendements que vous portez, eh bien, à ce moment-là, il faudrait arrêter effectivement toute recherche, enfin toute possibilité, pardonnez-moi, de faire des amniosynthèses pour les femmes enceintes, je dirais tout à fait de manière classique, je ne sais pas comment le dire autrement. Et là, on est en train finalement de faire une espèce de discrimination où on ouvre des possibilités pour les couples qui n'ont pas de problème de fertilité et on va par contre limiter pour les autres. Donc il y a bien quelque chose là qui ne va pas. Alors peut-être que dans le texte et dans le fait qu'il y ait expérimentation, peut-être que ça ne va pas, qu'il y a une maladresse ou quelque chose, je ne sais pas. Mais je pense quand même qu'il faut réfléchir à ne pas faire quelque part deux poids, deux mesures et que du coup, à restreindre pour les couples qui sont dans des problématiques d'infertilité, des possibilités qu'ont les autres couples. Et là, j'ai quand même le sentiment, en entendant, en écoutant le débat, qu'on s'achemine vers cette situation. C'est pourquoi je suivrai l'avis de la commission spéciale. Merci. Monsieur Bacher. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, j'ai été très touché par l'argumentation de Philippe Bas. Le texte, aujourd'hui, tel qu'il nous est proposé, et combien même il serait augmenté de l'excellent amendement de notre non moins excellent collègue Alain Milon, il ne tourne pas. Et nous sommes en première lecture d'un texte qui, c'est vrai, nous n'en avons plus l'habitude, aura au moins 2 lectures, et donc est appelé à pouvoir être réellement amélioré. Aujourd'hui, l'article tel que démontré par Philippe Bas ne tourne pas. C'est pour cela que je considère qu'il faut voter ces amendements de suppression afin de revenir, avec le temps des 2 lectures,
à une procédure plus léchée sur ce genre de sujet. Merci, Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Peut-être pour répondre à certains arguments. Ce que propose la commission spéciale doit nous interpeller. Elle propose une expérimentation. Si cette technique était admise à travers le monde comme utile et nécessaire en soi, il n'y aurait pas besoin d'une expérimentation. Si le mot expérimentation est utilisé par la commission spéciale, c'est bien qu'il y a un débat. Le gouvernement y a répondu en proposant aux chercheurs de financer un protocole de recherche qui va permettre d'évaluer l'intérêt de cette technique comparé à la technique actuelle, qui est une technique où on regarde simplement l'aspect des embryons, la morphologie. Et l'étude américaine dont je parlais tout à l'heure, justement, relevait que le DPIA ne faisait pas mieux ou ne semblait pas mieux faire que la morphologie. Mais l'étude française permettra d'évaluer avec nos outils et nos chercheurs si cette technique a réellement un intérêt pour améliorer l'efficience de l'AMP. Ensuite, je voudrais revenir sur... Et d'ailleurs, simplement pour rajouter sur cette question de non-preuve scientifique, vous dire que la Société américaine de médecine de la reproduction dit bien que la technique aujourd'hui n'est pas prouvée. Donc on est bien sur un problème de débat entre scientifiques, et la Commission dit expérimentation. Expérimentation veut dire qu'on ouvre quelque part, c'est très difficile ensuite de cadrer. Le gouvernement fait le choix de financer un protocole selon la loi Huriet avec les critères d'encadrement que vous connaissez. Et ce protocole pourra démarrer en 2020. Ensuite, sur l'argument d'Alain Milon, et malgré tout le respect que j'ai pour vous, Monsieur le Président, je ne crois pas qu'on puisse mettre exactement dans le même cadre une interruption médicale de grossesse et le fait de trier des embryons au départ, avant la réimplantation. Il est évident que lorsque les chercheurs auront l'information qu'il y a une anomalie chromosomique, même viable, dont la trisomie 21, mais il y en a d'autres, je ne vois pas comment ces médecins pourront réimplanter un embryon en connaissant cette information. Et donc c'est là où je pense que l'article tel qu'il est écrit par la Commission ne tourne pas, parce qu'en réalité, les médecins auront la totalité de l'information en faisant le test. Ils ne pourront pas choisir de ne pas voir. C'est le même test qui donne évidemment l'information des trisomies ou d'autres anomalies non viables. Donc, dans ce cas-là, selon ce que vous avez écrit, vous, aucun embryon avec aneuploïdie ne sera réimplanté, alors que dans le dépistage prénatal, il y a le choix qui est donné aux familles. Et l'Agence de la biomédecine nous rapporte que sur 8000 indications d'interruption médicale de grossesse aujourd'hui, 1500 familles choisissent de garder un enfant avec anomalie viable. Ce qui veut bien dire qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure. Dans un cas, c'est une, a priori, élimination systématique, et dans l'autre cas, c'est un choix donné à vos familles. Donc, je ne peux pas admettre cet argument-là. Voilà, donc pour terminer, vous dire que c'est la même technique aussi qui permet, en fait, de détecter des anomalies génétiques, au-delà des anomalies du nombre de chromosomes. On peut aller plus loin, et donc on peut analyser également le génome. Et donc je dis que tout ça aujourd'hui nécessiterait d'être déployé à grande échelle pour tenir compte du nombre de FIV par an. Je rappelle qu'aujourd'hui, il y a 5 centres de DPI pour 800 embryons triés pour des anomalies chromosomiques intrafamiliales. Si nous devions faire cette technique sur 100 000 embryons, ça veut dire qu'on déploierait largement cette technique partout en France, avec le risque qu'un certain nombre d'équipes aillent plus loin dans la détection d'anomalies génétiques. Et donc, pour toutes ces raisons, il nous semble pour l'instant qu'il est nécessaire de continuer la recherche sur ces techniques.
Merci. Madame la ministre, le président Milon voulait réintervenir. Juste sur la trisomie 21, Monsieur le Président, pour dire que j'entends bien le raisonnement de Madame la ministre, mais dans un cas, on est dans une recherche d'embryons, et sur des embryons non encore implantés, on trouve une trisomie 21. Les chercheurs ne doivent pas cacher la vérité aux parents. Ils peuvent dire, voilà, il y a une série d'embryons et l'un d'entre eux est porteur d'une trisomie 21. Est-ce qu'on met celui-là ou les autres? Dans l'autre cas, vous avez une grossesse avec non plus un embryon, mais un fœtus. Un fœtus qui présente une trisomie 21. Et si j'ai bien compris ce que vous avez dit, sur les 8000 cas diagnostiqués, 1500 décident de le garder. Ça veut dire que 6500 décident de faire une interruption de grossesse. Et on est là dans le cas d'une interruption de grossesse avec fœtus vivant, plus du tout avec embryon. C'est la seule chose que je peux dire par viable, pas vivant, ou pratiquement viable. Et là, le problème est quand même différent. D'un côté, c'est un embryon à qui on propose aux parents de le prendre ou pas. De l'autre côté, c'est un fœtus qu'on élimine. La rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues. J'entends les reproches qui sont faits à la commission spéciale d'avoir introduit cette possibilité de diagnostic préimplantatoire avec recherche d'anaploïdie sous forme d'expérimentation. Je pense que si nous ne l'avions pas mis sous forme d'expérimentation, on nous aurait reproché de l'avoir mis d'emblée. Donc de toute façon, les reproches auraient été... Mais c'est comme ça que c'est écrit. Mais de toute façon, les reproches auraient été faits dans les deux sens. Et je continue à penser que ce n'est pas incompatible avec le fait et le souhait du gouvernement de privilégier la poursuite de la recherche. Si vous ne supprimez pas cet article, nous aurons l'occasion de discuter d'amendements qui améliorent l'encadrement et notamment qui proposent une évaluation par l'Agence de la biomédecine de l'expérimentation. En tout cas de l'essai ou de la possibilité d'avoir recours au diagnostic préimplantatoire avec recherche d'anaploïdie. Moi, je regrette un petit peu que les débats n'aient tourné qu'au cours ou essentiellement autour de la trisomie 21, et je partage ce qui a été dit par Alain Milon, ce qui a été dit par Michel Amiel. À ce moment-là, et même si ça a été contredit par Madame la Ministre, à ce moment-là, allons jusqu'au bout, soyons courageux et arrêtons le dépistage de la trisomie 21 qui, aujourd'hui et depuis 10 ans, proposé systématiquement à toutes les femmes au cours du premier trimestre de grossesse, alors qu'il y a quelques années, il y a une trentaine d'années, ce n'était proposé qu'aux femmes qui, à partir de 35-37 ans, puisqu'on disait que c'était une grossesse à risque. Merci Madame la rapporteure. Donc, mes chers collègues, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe Les Républicains sur les amendements identiques de suppression, le 68, le 100 et le 290. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, l'avis du gouvernement favorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Résultat du scrutin, 86 sur les amendements identiques 68, 100 et 290. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 323, nombre de suffrages exprimés 304, pour l'adoption 181, contre 123, le Sénat a adopté. Et donc l'article 19 ter est supprimé. Cet amendement de suppression a été excellemment défendu par Guillaume Gontard. Je crois que ce que nous voulons surtout, en tout cas au sein de mon groupe, c'est de marquer notre opposition à ces modifications majeures en matière de bioéthique que notre législation jusqu'à présent, pour laquelle notre législation jusqu'à présent était l'une des plus encadrantes. Donc voilà les raisons, outre ce qu'a pu dire M. Gontard tout à l'heure, qui nous poussent à vous inviter à voter cet amendement de suppression, mais place au débat. Oui, bien sûr. Et c'est d'ailleurs pour vous donner l'ouverture de ce débat que je faisais cette remarque, mais merci de vos remarques. Donc nous allons poursuivre avec monsieur... D'abord, l'avis de la commission, monsieur le rapporteur. Oui, merci, monsieur le président, chers collègues.
Monsieur le Président de la Commission a présenté un certain nombre d'arguments. Madame la ministre des arguments à ses voisins. Et donc, à mon tour, j'ai développé ces arguments qui ont valu à la Commission d'adopter cet amendement. Cet article 17 appelle des clarifications sur deux sujets distincts. Et il faut bien les distinguer, même s'ils méritent chacun d'être débattus, analysés. Les embryons transgéniques d'une part et les embryons chimériques d'autre part. S'agissant de la recherche sur les embryons transgéniques, le Conseil d'État et le CCNE, j'ai beaucoup, peut-être trop, selon certains collègues, tenu compte et lu les avis du CCNE et de son président. Je me suis demandé quelquefois en écoutant les débats, y compris ceux du gouvernement, si le CCNE avait une réelle utilité parfois. Je suis taquin, chers collègues, mais je me permets de le dire. Et donc, tous deux ont jugé l'interdiction des embryons transgéniques obsolète. L'objectif de la suppression de cette interdiction est de permettre d'évaluer les effets des techniques d'édition génomique, donc CRISPR-Cas9, et l'utilisation de cette technique conduira-t-elle, puisque c'est la question, elle a été abordée, à des bébés génétiquement modifiés en France? La réponse est non, non. En effet, le transfert à des fins de gestation des embryons faisant l'objet de recherches est interdit. Cette interdiction figure d'ailleurs à l'alinéa 19 de l'article 14 du projet de loi que nous aborderons tout à l'heure. Voilà pour les embryons transgéniques. Pour ce qui concerne les embryons chimériques, les seules expérimentations aujourd'hui possibles en France sont celles qui consistent à introduire un embryon animal quelques cellules iPS humaines. En France, les laboratoires se sont limités à introduire des cellules iPS humaines, ça a été dit par Madame la ministre, dans des embryons de lapins, de singes. Et ces embryons ont été cultivés pendant 3 jours, puis ont été détruits, ils n'ont jamais été transférés. Et donc il ne s'agit pas de verser dans la science-fiction, mais plutôt de s'interroger sur la raison pour laquelle les chercheurs souhaitent s'engager dans des expérimentations de ce type. Nos chercheurs, et dans les auditions, moi j'étais très marqué par ça, ne sont pas des apprentis sorciers. Ils ont aussi une conscience humaine très forte, tout aussi forte et tout aussi importante et tout aussi légitime que la nôtre, chers collègues. Et ce serait leur faire un bien mauvais procès. Ils font d'abord cette recherche pour améliorer la santé humaine. En réalité, les embryons chimériques impliquant des cellules iPS présentent un intérêt particulier. Il y a bien un intérêt. Il s'agit d'expérimenter la régénération d'organes ciblés. Le président du CCNE a été jusqu'à dire « peut-être qu'on va vivre la fin de l'orthopédie froide ». C'est quand même un défi. Et si on n'est pas en capacité de mener ce type de recherche, je crains, mes chers collègues, que ça pose un principe de souveraineté et même un principe d'accès aux soins. Car qu'est-ce qui va se passer si nous ne sommes pas en capacité de progresser sur ces sujets? Eh bien, les États-Unis ne nous attendront pas. Et les gens les plus aisés, que feront-ils? Ils iront se soigner aux États-Unis. Eh bien oui, pour moi c'est un risque et ça a été, j'ose le dire, c'est un débat intéressant. Voilà, c'est un débat tout à fait intéressant. Il s'agit d'expérimenter la régénération d'organes ciblés. Cela consiste à désactiver dans l'embryon animal le gène lié à la formation d'un organe particulier et à introduire quelques cellules iPS dans l'embryon animal capable de produire l'organe recherché. Voilà. C'est ce qu'on fait déjà lorsque il y a des greffes d'organes. C'est aller plus loin dans la capacité de greffe d'organes. Voilà pour toutes ces raisons. Je vous ai laissé 1 minute 50 de plus, mais et donc n'abusez pas, naturellement, si vous je ne reprends pas les arguments qui ont été avancés par Monsieur le Président de la Commission, mais c'est un avis défavorable. Je vous remercie. Merci. Donc, Madame la Ministre, votre avis? C'est le même avis, Monsieur le Président. Alors, j'ai plusieurs inscriptions. Madame Imbert, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, nous avons un point de désaccord. Vous nous laissez entendre qu'en l'état actuel du droit, la création d'embryons chimériques à partir de cellules souches embryonnaires humaines dans un embryon animal est possible. Et vous faites référence au titre 5
du livre 1er de la deuxième partie du Code de la santé publique. Et vous ne parlez que de recherche sur l'embryon. Or, l'intitulé du titre 5, c'est « Recherche sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires ». Et ce titre ne contient qu'un chapitre. L'article L2151-2 est très clair. La création d'embryons transgéniques ou chimériques est interdite. Et elle concerne bien donc des chimères à partir de cellules souches embryonnaires qui seraient introduites dans un embryon animal. Ben écoutez, je ne fais que lire le Code de la santé publique. Donc, voilà, donc il me semble important, et c'est pour ça que la commission spéciale, mais nous le verrons à l'article 14 ensuite, est revenue sur une disposition introduite par votre gouvernement. Madame Cukierman, vous avez la parole, chers collègues. Je vous remercie, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Moi, au-delà du fait de l'avoir co-signé avec les membres de mon groupe, je voterai bien évidemment cet amendement parce que je crois que dans le débat que nous avons eu précédemment sur les interventions sur cet article 17, il s'agit, dans ce cas très précis, de ne pas simplement lancer un appel à la vigilance. Je crois qu'il s'agit aussi de marquer des interdits. Et non, la recherche ne peut tout justifier dans ce que l'on peut faire ou ne pas faire avec le vivant, et je dirais plus qu'avec le vivant, avec le mélange des espèces et la rencontre de plusieurs espèces. Parce que, monsieur le rapporteur, je vous entends, et j'ai envie de dire, heureusement que les chercheurs que vous avez auditionnés ont pris l'engagement devant la commission spéciale pendant les auditions de dire qu'ils ne seraient pas des savants fous qui vont créer des monstres demain. Ils prennent l'engagement de respecter et d'être dans le cadre. Mais cela vaut pour ceux qui s'expriment aujourd'hui, et encore, qu'en sera-t-il dans quelques années, commandité par qui, nous ne le savons pas. Mais j'ai envie de dire, et après, une fois que la loi a autorisé cette petite dérogation, et je vous entends dans le caractère très défini de ce qu'elle peut autoriser ou pas, mais une fois que nous aurons fait ce petit pas, quel sera demain l'autre petit pas, puis après-demain, et dans 10 ans, où en serons-nous dans l'autorisation qui sera faite ou non au nom de la science, au nom de la recherche, au nom très certainement, et nous en avons débattu précédemment, de la santé publique. Et donc, mais in fine et à la fin, dans ce texte, que faisons-nous? Nous défendons quoi? Une recherche qui ferait finalement qu'à terme, eh bien, même si personne ne le dit le terme, nous tendons vers un eugénisme qui voudrait aller vers une uniformité. Et oui, bien sûr que c'est caricatural, Madame la Ministre, quand j'utilise ce terme à ce moment-là tel que le texte est écrit. Mais moi, je n'ai pas de garantie sur dans 10, 20, 30, 40 ans. Et en faisant la loi aujourd'hui, je sais qu'en fonction de ce que nous allons écrire ou pas, nous ouvrons des portes ou pas pour ce qui sera possible dans 10, 20, 30 ou 40 ans. Donc, je voterai cet amendement de suppression. Très bien. Donc, la parole est à Monsieur Carucci. Monsieur le Président, Madame la Ministre, je voterai cet amendement. J'entends bien les propos de notre rapporteur, mais d'abord, je ne comprends pas. Et sur le désaccord entre l'autre rapporteur et Madame la Ministre, c'est l'autre rapporteur, pardon, qui a raison. La loi de 2011, la dernière loi bioéthique, dit clairement qu'il est interdit de travailler, de faire des recherches sur les embryons transgéniques et sur les embryons chimériques. C'est écrit en toutes lettres. Alors, si la loi a été modifiée sans que le Parlement le sache, prévenez-nous. Tout hasard, ça peut être un courrier intéressant. Mais au-delà de ça, même si nous sommes en République, pardon de dire à chacun, nous ne sommes pas Dieu. Et je commence à m'inquiéter de ce côté les scientifiques et les chercheurs veulent. Et dans leurs recherches pour le bien commun, ils ont des motifs légitimes de vouloir, des motifs légitimes de dire si on avance, on soignera mieux, ça ira mieux pour tout le monde. Mais on a beaucoup entendu ça, et pas seulement en 2020. Dans l'histoire, on a beaucoup entendu ça. Et c'est rarement au bout du bout ce qui s'est produit. Parce que, on peut croire, je l'ai déjà dit une fois dans cet hémicycle, ça m'a valu quelques remarques, je ne crois pas à la bonté fondamentale de l'être humain. Je crois que la pression sociale, sociétale, économique, fait que
il y a des choses qui se font au-delà de ce que l'on voudrait au début. Alors je sais bien, Monsieur Hainaut, bien sûr qu'il n'est pas question de créer des centaures. Bien sûr qu'on ne va pas rejouer la planète des singes. Bien sûr que même le monde de Narnia n'est pas pour nous. Très bien. Mais quand même, est-ce que le Parlement de la République ne peut pas dire aux scientifiques et aux chercheurs « Oui, faites ce que vous pouvez pour le bien commun, mais non, ne mettez pas tout simplement, de manière globale, l'espèce humaine dans une situation dangereuse, pas vous d'aujourd'hui, mais qui nous dit que dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, certains chercheurs, certains scientifiques n'outrepasseront pas tout ce que l'on a dit en se disant « la loi nous le permet ». Je sais bien que c'est une position plus de crainte que d'avenir ou de futur, mais quand même, le Parlement est là pour préserver et protéger. Monsieur Jomier, vous avez la parole, cher collègue. Tombe bien, Monsieur le Président, merci. Moi, sur cette question-là, j'adopterai la position la plus restrictive que celle du gouvernement, qui est celle qui est dans le texte issu de la Commission. Et si vous votez les amendements de suppression, chers collègues, le texte qui repartira à l'Assemblée nationale sera sans article 17, et c'est la version du gouvernement qui sera réintroduite à l'Assemblée nationale. Donc je ne suis pas sûr que ça produira un meilleur cadrage. Mais je voudrais surtout dire à cet instant que moi, et je fais suite à l'intervention de Roger Karoutchi, moi je suis marqué par la défiance qu'il y a vis-à-vis du monde scientifique. Je voudrais rappeler, chers collègues, qu'en 1982, quand Amandine est née, sa naissance, avec le cadre actuel de nos lois, n'aurait pas été possible. Toutes les recherches qui ont mené à la naissance d'Amandine auraient été impossibles avec notre loi aujourd'hui de 2020. C'est quand même problématique. Et que les chercheurs et les scientifiques et les médecins qu'on entend un peu, pas vilipender, je ne veux pas prendre un terme trop fort, mais un peu traités comme des gens qui pourraient être des gens qui feraient des choses un peu incontrôlables. Ils n'ont pas attendu 1994 et le Parlement pour réfléchir aux enjeux éthiques. Enfin, respectons chacun. En 82, on faisait de la FIV. En 82, on faisait de la recherche. Et il n'y a pas eu de dérapage. Il n'y a eu aucun eugénisme dans notre pays, que je sache. On ne nous a pas attendus. Ils ne nous attendent pas. Des comités d'éthique, il y en a partout. Des réflexions, il y en a partout. Et nous avons maintenant des corps intermédiaires en la matière qui s'appellent le CCNE, notamment, qui s'appelle l'Agence de biomédecine et son conseil d'orientation. Mais ces acteurs intermédiaires, d'un coup, on ne les écoute plus. On est persuadé que ça va être des savants fous. Un chercheur chinois a inséré un CCR5, un gène qui est censé protéger du VIH chez un enfant. Il est en prison et il est mis au banc de la communauté internationale. Un autre Russe a annoncé qu'il allait faire la même chose, mais comme le pouvoir russe lui a dit de faire attention, visiblement, il n'est pas passé à l'acte. Ah oui, il s'en méfie, oui, il a raison. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, bien sûr, c'est nous qui faisons la loi et nous sommes garants de l'absence de dérive, mais à refuser toute confiance envers nos chercheurs, on refuse les projets. La recherche française en médecine de la reproduction a dégringolé du podium. Elle n'existe quasiment plus au niveau international. On n'a pas de quoi en être fier. Voilà, donc moi, sur cette question des chimères, je suivrai la position la plus restrictive. Je suis d'accord, mais certainement pas la suppression. Là, Monsieur le Président Retailleau, vous avez la parole. Je pense que c'est au législateur de prendre sa responsabilité et ce n'est pas aux chercheurs de faire la loi. Je pense qu'on est sur une loi bioéthique et nous ne sommes pas sur une loi qui vise la compétitivité de la France vis-à-vis du reste du monde, ce qui justifierait tous les alignements possibles sur le moins-disant éthique. Je voterai, bien sûr, l'amendement qui était proposé par le groupe CRCE. Il y a deux aspects qui ont été soulignés à la défense, notamment par le rapporteur, M. Hainaut. Sur les embryons transgéniques, vous avez dit grosso modo, finalement, ça se limitera au laboratoire. C'est bien ce que vous avez dit, on n'ira pas au-delà. Je suis désolé, le laboratoire ouvre la porte ensuite sur une autre étape. Et si le gouvernement, du reste, se limite aujourd'hui au laboratoire, c'est pour deux raisons. C'est parce qu'il veut laisser penser que sa disposition est conforme avec la Convention internationale d'Oviedo, qui proscrit justement de modifier la descendance. Or,
j'affirme que ce point-là est anticonventionnel. Et vous vous en tirez avec le recours justement à cette idée que l'expérimentation serait au laboratoire. Ensuite, c'est aussi pour tromper l'opinion publique, pour dire la France n'est pas la Chine. La Chine où effectivement on a eu récemment, notamment pour essayer de protéger des jumelles contre le virus du HIV, il y a eu cette expérimentation. J'affirme que ces éléments ne sont pas suffisants. Première chose sur les embryons transgéniques. Maintenant, sur les chimères. Mes chers collègues, de quoi est-il question? Avec le texte, y compris de la commission spéciale, vous permettrez la création d'embryons chimériques à partir de cellules reprogrammées iPS, vous implanterez l'embryon, la chimère animal-homme, dans l'utérus de la femelle et vous irez jusqu'avant la naissance. Vous détruirez juste avant la parturition. C'est ça qu'on vous propose. Est-ce que les Français sont d'accord avec cela? Ce brouillage des espèces. L'INSERM, ça n'est pas rien, monsieur Jomier. Ce ne sont pas des élus, ce sont des scientifiques. Parlent de brouillage des espèces et constituent une menace pour notre identité et l'intégrité de notre humanité. On parle d'une loi bioéthique et on oublierait ces choses-là. Et je suis désolé, les Chinois, dans la revue d'ailleurs qui est parue, qui est la revue anglophone d'une revue chinoise, qui est le Pékin National Review, en mars 2009, la publication, c'était sur une expérimentation à partir d'un singe dont les gènes avaient été modifiés du cerveau. Qu'est-ce qui a été constaté sur la descendance? Eh bien, il y avait effectivement un retard de développement, comme chez l'homme, du cerveau, et qu'il y avait de meilleurs résultats aux tests de mémoire. Voilà, mes chers amis. Cherche-t-on, la question elle est là, cherche-t-on à humaniser l'animal, cherche-t-on à animaliser l'homme? C'est la question. Monsieur Chassaing, vous avez la parole. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues. Donc moi je défendrai la position des rapporteurs. La commission spéciale a encadré, clarifié l'interdiction de constitution d'embryons chimériques en maintenant l'impossibilité de cette constitution avec des cellules souches embryonnaires humaines. En effet, le projet de loi interdit l'insertion de cellules d'autres espèces dans l'embryon humain, mais aussi interdit l'insertion de cellules humaines dans un embryon animal, alors que le projet de loi initial pouvait le maintenir. Donc c'est très clair, interdiction d'insertion dans un embryon humain de cellules provenant d'autres espèces, mais aussi interdiction dans un embryon animal de cellules souches embryonnaires humaines. Alors, effectivement, le texte de la Commission rappelle que l'insertion de cellules pluripotentes IPS eh bien, sont possibles, mais cette possibilité est encadrée, interruption, bien sûr, ça vient d'être dit, de la gestation, et la proportion de cellules est inférieure à 50%. Alors, bien sûr, je pense que si je suis favorable à cette disposition, c'est pour permettre à la recherche d'avancer, mais tout en l'encadrant. Mais je rappelle qu'actuellement, cette recherche n'est pas interdite. Néanmoins, nous devons prendre des précautions. Alors, est-ce que la simple déclaration auprès de l'Agence de biomédecine suffit ou est-ce qu'il faudrait un régime d'autorisation? Alors, je rappelle ce qui a été dit, c'est qu'une des applications possibles de la recherche serait la production d'organes dérivants, de cellules transplantables chez des personnes qui auraient besoin d'un greffon. Je rappelle quand même que la Commission clarifie ce qui est actuellement autorisé, ce qui n'est pas interdit. Et donc, je pense qu'il vaut mieux avoir un cadre législatif clair et ainsi, on pourra permettre une recherche avec des personnes, des chercheurs qui pourront le faire dans un cadre que nous allons bien sûr mettre en place. Merci. La parole est à Monsieur Bacher.
Président, je ne m'appelle pas Bacher, je m'appelle Richard, monsieur pas bien. Il n'y a qu'un monsieur Bacher, je crois. Il y a un Bacher? Ah, pardon. Je ne suis pas alsacien, mais je mériterais peut-être de l'être, Monsieur le Président. Excuse-moi, André. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Juste, effectivement, nous sommes en démocratie et nous ne sommes pas en épistocratie, c'est-à-dire le régime des experts. Il est vrai que sur des sujets comme ceux-là, comme ceux dont nous débattons maintenant depuis plus d'une semaine, et la commission spéciale encore plus longtemps, on a tendance à se dire mais que disent les experts et qu'est-ce qu'il faut faire? Écoutons les experts. Non, il s'agit effectivement d'une loi d'éthique. Et dire il n'y a que les experts qui vont savoir ce qui est bon me semble un peu raccourci. Merci. D'ailleurs, Madame la Ministre, vous l'avez dit vous-même. Si ce n'est pas nous qui faisons la loi, alors le CCNE, sur telle disposition, a estimé que le rendu était obsolète. Une décision d'éthique rendue obsolète. Je ne sais pas ce qu'est une éthique obsolète. Et cela m'inquiète. Il est donc bon parfois d'inscrire dans la loi un certain nombre de choses. Alors, ce n'est pas un moment de défiance vis-à-vis des chercheurs. J'ai toute confiance dans la recherche. Cependant, j'ai beau avoir confiance dans mes concitoyens, de temps en temps, je leur mets des limites dans la loi. J'ai beau avoir confiance dans les médecins, mais de temps en temps, je leur mets aussi des limites dans la loi. Il n'est de société que d'hommes et de femmes d'abord, et d'hommes après, sinon il n'y aurait pas la vie. Et donc, je suis pour que les choses soient inscrites de temps en temps dans la loi de manière ferme, et non pas que ce soit quelques experts qui décident. Sur un sujet aussi important, de créer, excusez-moi, mais il me semblait que la politique du gouvernement était anti-OGM, et bien de pouvoir créer des OGM. Monsieur Amiel, vous avez la parole. Oui, curieusement, par rapport aux prises de position que j'ai eues sur certains sujets, prises de position que certains ont qualifiées de conservatrices, puisqu'effectivement, je n'ai pas voté pour l'ouverture de la PMA aux couples de femmes ou pour l'autoconservation des ovocytes, là, je ne voterai pas cet amendement de suppression et je m'en explique. Je serais volontiers un petit peu comme notre collègue Karoutchi, je ne suis pas rousseauiste, je ne pense pas que l'être humain est fondamentalement bon, mais là, quand même, de quoi parle-t-on? J'ai l'impression qu'on cède un petit peu à des fantasmes qui relèveraient de recherches de constitution de monstres de la mythologie, que ce soit le centaure ou que ce soit le dieu Pan. C'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement, à travers des techniques de recherche fondamentale, on l'a dit, non pas de déboucher sur la création de nouvelles espèces, mais de permettre le travail sur de nouvelles cellules. Et au fond, c'est tout le débat qu'il y aura autour des recherches sur les cellules souches embryonnaires, les cellules pluripotentes et leur implantation au sein d'un embryon animal. À aucun moment, il ne s'agit de créer des êtres génétiquement modifiés. Et je crois qu'il y a confusion entre deux notions qui sont complètement différentes. Donc, je pense que, comme l'a dit un certain nombre de collègues, et disons-le de confrères, et je pense à mon ami Chassaing, effectivement, s'il y a une possibilité d'améliorer un certain nombre de travaux, non pas pour céder à des caprices de chercheurs qui se voudraient devenir tout à coup des apprentis sorciers, mais de chercheurs qui travaillent sur des domaines qui permettent d'améliorer la médecine humaine dans son quotidien. Et je ne voterai pas, dans le prolongement de ce que disait Madame le ministre, cet amendement. Et maintenant, c'est à vous, Monsieur Richard. Merci, Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues. Sous cet article, j'ai d'ailleurs déposé un amendement de suppression limité, pas de suppression d'ailleurs, de modification de l'alinéa 5. Cet amendement
vise effectivement à interdire la création d'embryons chimériques lorsque celle-ci résulte de la modification d'un embryon animal par adjonction de cellules souches pluripotentes induites. En effet, cet alinéa permet l'insertion de cellules souches pluripotentes induites dans un embryon animal dans le but de son transfert chez la femelle. Et au vu des lourdes questions éthiques que cette question soulève, la commission spéciale du Sénat a adopté un amendement de Madame le rapporteur qui figure à l'article 15, mais nous discutons du 17 avant du 15, visant à renforcer l'encadrement de la création d'embryons chimériques en posant deux verrous, c'est l'impossibilité de mise à bas, donc de parturition, ainsi que l'interruption de la gestation dans un délai approuvé par l'Agence de la biomédecine, et enfin la mise en place d'un seuil au-delà duquel la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique ne saurait un seuil que la contribution des cellules d'origine humaine au développement de l'embryon chimérique ne saurait dépasser. Moi, je voudrais bien entendu rendre hommage à cette volonté de la rapporteure de mettre des garde-fous. Mais au-delà de la recherche, permettre le transfert chez l'animal d'embryons chimériques hybrides animal-homme soulève toute une série de problèmes, d'interrogations éthiques et morales, en ce que l'on peut légitimement craindre de menacer le patrimoine génétique de l'humanité. Il faut avoir le courage de le dire. Je ne vais pas revenir sur l'avis du Comité consultatif national d'éthique. Bruno Retailleau, tout à l'heure, a tout à fait rappelé les trois principaux risques que celui-ci a relevé. Moi, je voudrais vraiment mettre l'accent sur le fait que dans cet article, au-delà de cet alinéa 5, c'est un véritable franchissement de la barrière des espèces que l'on assisterait. Et après réflexion, je crois que je vais voter effectivement cet amendement de suppression proposé par nos amis du CRC. Et maintenant, la parole est au président Milon. Oui, merci, Monsieur le Président. L'article 17 tel qu'il est écrit, je vous rappelle, dit bien que la création d'embryons chimériques est interdite, que ce soit dans le cadre de la modification d'un embryon humain par adjonction de cellules provenant d'autres espèces ou modification d'un embryon animal par adjonction de cellules souches embryonnaires humaines. La seule chose qui est autorisée sous d'énormes conditions, c'est la possibilité de mettre des cellules IPS dans un embryon animal pendant une durée limitée pour regarder comment ces cellules IPS évoluent par rapport à une cellule souche embryonnaire et faire les comparaisons d'évolution entre les deux. C'est tout, ça ne va pas au-delà. Je vous rappelle juste une chose qui me semble importante. J'ai entendu l'intervention de Madame la Ministre et l'intervention des uns et des autres. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous avez voté contre le dépistage préconceptionnel pour différentes raisons, lutte contre l'eugénisme, etc., etc., et aussi parce que des traitements nouveaux étaient trouvés, en particulier sur la sclérose latérale amyotrophique. Ces traitements nouveaux n'ont pas été trouvés dans le cadre de la chimie ou dans le cadre d'une recherche fondamentale habituelle. Elles ont été trouvées dans le cadre de recherche fondamentale autorisées par les lois de bioéthique à partir de cellules souches, à partir de la génétique, etc. Je vous rappelle d'ailleurs que, en ce qui concerne la sclérose amyotrophique, pour ceux qui sont venus avec moi voir le Génopole, c'est bien au niveau français et dans le cadre de la génétique française que la découverte a été faite. Après, elle est partie à l'étranger parce qu'on n'a pas eu les moyens de financer la formation industrielle, mais c'était une recherche française. Ça, ici, on est dans ce cadre-là, des cellules souches IPS, donc qui seront introduites dans un embryon animal pour une durée limitée afin de voir quelles sont les possibilités, les compétences de ces cellules souches IPS par rapport aux compétences d'une cellule souche embryonnaire. Ça ne va pas au-delà, c'est ce qu'a mis en place le rapporteur dans son projet de loi. Et en ce qui me concerne, je ne voterai pas l'amendement de suppression. Bien, donc, Monsieur Donini, vous avez la parole. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, une courte explication de vote après l'explication
très clair du président de la Commission. Certains de nos collègues, à juste titre, craignent des dérives dans les recherches. Moi, je constate aujourd'hui des dérives dans les argumentations. L'histoire retiendra peut-être que le Sénat aujourd'hui a interdit que la recherche conduise à ce que demain des chimpanzés aient une intelligence humaine ou encore que des êtres humains aient des caractères de chimpanzés. Mais ce n'est pas le sujet. Cela vient d'être rappelé, puisqu'on sait que dans toutes les recherches qu'il est prévu ici d'encadrer, les naissances sont interdites. Alors je fais pour ma part confiance au travail de la commission spéciale, je fais confiance également au travail de nos chercheurs, à l'encadrement de la recherche. C'est l'objet du travail qui est fait aujourd'hui et je ne voterai pas l'amendement de suppression. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par les groupes Les Républicains et CRCE sur l'amendement numéro 214. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable, que l'avis du gouvernement est défavorable. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin est ouvert. Voici le résultat du scrutin 82 sur l'amendement 214 rectifié compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs au groupe politique et notifiées à la présidence. Nombre de votants 303. Nombre de suffrages exprimés 291. Pour l'adoption 170 contre 121. Le Sénat a adopté, l'article est supprimé. Voilà, vous avez donc pu suivre l'examen du projet de loi sur la bioéthique qui se poursuit. Vous l'avez vu, l'article 17 sur les embryons chimériques et transgéniques a été supprimé par les sénateurs. Autre article retiré du texte, l'article 19 ter qui porte sur la recherche d'anomalies chromosomiques dans le cadre d'une PMA. Je vous rappelle que sur ces sujets, comme sur toutes les questions parlementaires, vous pouvez retrouver tous les articles de notre rédaction sur le site publicsénat.fr. C'est la fin de cette édition, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente journée.